Quand on va accompagner une émission, on l'accompagne. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'émission. Quand les producteurs ou les réalisateurs arrivent avec un synopsis assez précis, je sais où le disque va se placer. Une même musique, je ne vais pas pouvoir l'utiliser de la même façon avec telle ou telle émission ou tel producteur. Ça n'enlève rien que cette musique est excellente. C'est Victor Hugo qui disait que la musique est un bruit qui pense. Moi j'essaye un peu de faire pareil quand j'ai l'occasion, quoi. Et ce qui est passionnant, c'est de voir la réaction des gens. Je suis un passeur, moi. On peut, par le biais des histoires, des anecdotes, faire passer des musiques que les gens n'auraient pas écoutées autrement. Donc des fois, il vaut mieux être un second couteau qu'on aime bien qu'un premier de la classe qu'on a envie de claquer, quoi. Bonjour et bienvenue sur Storyscope, le podcast qui explore le pouvoir du storytelling et des histoires. On se retrouve pour un nouvel épisode avec Damien. Salut Damien. Salut Kevin. On va encore parler de storytelling aujourd'hui et notamment de programmation musicale avec toi, Djoubaka. Bienvenue Djoubaka. Salut à tous les deux. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir, allons-y. Donc Djoubaka, pour résumer un tout petit peu ton parcours qui est foisonnant, tu es autodidacte. Oui. Tu as façonné ta carrière d'abord en tant que journaliste culture au sein de Nova. Tu as eu beaucoup d'expériences aussi en radio, à RFI, Europe 1, Radio France. Et en 2001, tu deviens l'un des programmateurs musicaux de France Inter. Et depuis, tu fais partie des artisans qui composent l'identité de la station. Tu as œuvré sur de nombreuses émissions. Alors, je prends mes notes parce que résumer 25 ans de carrière, c'est jamais évident. Tu as notamment travaillé donc sur Rendez-vous avec X de Patrick Pénaud de 2005 à 2015. Tu as travaillé également sur On va déguster de François-Régis Gaudry qui a lieu tous les dimanches depuis 2010. On remonte dans le passé avec Un jour dans le monde de Jean-Marc Four depuis 2006 qui est maintenant devenu le 18-20 de Fabienne Synthèse. C'est ça. Il y a aussi Portrait sensible de Chris, etc., etc. Il y a à peu près, de ce que j'ai compris quand on s'est parlé, plus de 70 émissions au total. Oui, sans doute un peu plus même, mais on va dire 70 émissions. Oui, ça me paraît une marge honnête. C'est assez colossal. Évidemment, tu as aussi été chroniqueur en tant que programmateur au sein de l'équipe de Charline Vanhoenacker sur les émissions phares Si tu écoutes, j'annule tout, Par Jupiter, Le Grand Dimanche Soir. Et vous continuez à travailler ensemble via l'émission Bistroscopie qui a lieu tous les samedis de 19h20 à 19h50. Oui, c'est vrai tout ça. Moi, j'ai rien à dire de méchant. Tout est vrai. C'est tout juste. C'est tout bien. Alors pour commencer, moi j'aimerais parler de ce fameux surnom que tu as trouvé, Djoubaka, qui dans les nombreuses interviews que tu as, on sent que ça vient tu le dis, de Chewbacca. Donc évidemment le personnage iconique de Star Wars, dans lequel tu expliques en fait que c'est un personnage qui assure, mais tout en restant au second plan. Et moi, j'ai l'impression que quand j'ai lu cette phrase, que ça résumait bien en fait la nature de ton travail par rapport aux émissions dans lesquelles tu œuvres. Et en fait, est-ce que tu peux nous décrire ta définition de assurer au second plan quand tu programmes la musique d'une émission? C'est encore pire que ça par rapport au Joey, quoi. C'est que au départ, j'avais proposé à cette direction de prendre le nom d'un coureur cycliste qui était toujours arrivé deuxième, qui avait jamais gagné le Tour de France. Et ils m'ont dit non, mais ça va poser un problème avec la famille. C'était quoi son Poulidor, non? C'est Raymond Poulidor. Ah voilà. Poulidor. Et je trouvais ça intéressant parce que c'était on est un maillon essentiel, mais en fait on n'est pas là pour gagner. En fait, on est là pour vraiment rentrer dans une équipe. Et donc, ils ont refusé. Donc, par provocation, j'ai dit Djoubaka, Fighting King. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit Fighting King, non. Mais Djoubaka, oui. Et comme je viens d'un milieu musical où j'ai œuvré, etc., où les surnoms étaient quelque chose d'assez commun, on va dire. Voilà, c'était pas une prise de position particulière, que mon vrai prénom c'est Julien, Julien, etc. Et il y avait chez le Chewbacca de Star Wars quelque chose de forcément intéressant pour l'ingénieur du son, le sound designer qui a créé son cri en fait. Il a fait un mix
En fait, il a fait un mix de beaucoup de cris d'animaux différents pour arriver à avoir le son iconique de Chewie. Et donc, je me disais qu'on était quand même déjà dans l'idée du son, de raconter une histoire. Et puis, c'est un second couteau, mais c'est un second couteau qu'on aime bien, quoi. Donc des fois, il vaut mieux être un second couteau qu'on aime bien qu'un premier de la classe qu'on a envie de claquer, quoi. Et c'est vrai que le parallèle, c'est vrai que c'est un personnage, notamment dans Star Wars, c'est le seul, et même dans la pop culture, c'est un des vrais personnages qui est complètement identifié par le son en priorité. C'est ça, il apparaît aussi par le son, c'est-à-dire que vous éteignez la lumière, il n'y a pas d'image, mais lui, il cause, c'est lui. Hein. Voilà, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a pas de doute. Ne me demandez pas de l'imiter, c'est raté, on va pas aller jusque-là. Hein. Chewbacca, quand une émission arrive sur ton bureau, c'est quoi ta boussole pour rentrer ? Est-ce que c'est l'émotion que ça doit susciter ? Est-ce que c'est la voix des animateurs, la thématique ? Comment tu prépares ça ? Alors, on parle métier, là, en fait, parce que programmateur musical, c'est un métier. Puis ça peut paraître bizarre, mais ça l'est. D'un point de vue radiophonique, tout dépend sur quel type d'émission on va travailler. Est-ce que c'est un talk show ? Est-ce que c'est une émission documentaire ? Est-ce que c'est une émission documentaire mais plutôt sociale ou une émission documentaire mais plutôt historique ? On va pas aborder les choses de la même façon. Est-ce que c'est une émission de géopolitique ? Donc, l'idée pour un programmateur dans une radio comme France Inter, puisque c'est celle où je suis, dont je parle, c'est que quand on va accompagner une émission, on l'accompagne. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'émission. Donc souvent, on travaille avec une équipe, c'est un peu comme dans le Cinoche, quoi. C'est-à-dire que j'ai le réalisateur de l'émission qui peut venir, ou le producteur, la productrice de l'émission qui arrive, et qui va me raconter sa vision, en fait, du moment qu'elle va passer avec un invité, ou la vision qu'ils vont avoir du thème qu'ils vont développer. À quel moment est-ce qu'ils partent ? Quel moment de l'histoire ? Est-ce que c'est la fin d'une histoire, le début d'une histoire, le milieu ? Est-ce que c'est une série au long cours ? On va avoir 10-15 épisodes. Est-ce que c'est quelque chose de difficile, de dur ? Par exemple, ça fait 2 étés que je travaille sur les naufrages. Voilà, c'était quelque chose que j'avais jamais abordé d'un point de vue musical. Bon, si on parle c'est un documentaire. Donc j'ai les obligations en fait de France Inter qui sont de jouer moitié français, moitié internationaux. J'ai un certain nombre d'obligations en fait qui sont liées à ce métier et à la diffusion des artistes. Une playlist française, une playlist étrangère. Et puis un volant de choses qui sont ce qu'on appelle jouer à la main, qui sont des choses où on peut aller piocher assez loin. Si on travaille sur un naufrage qui s'est passé au XVIIIe siècle, ce qui peut être OK dans un média contemporain qu'est la radio, la question va être de savoir comment on va aborder l'idée du naufrage. Donc, quand les producteurs ou les réalisateurs arrivent avec un synopsis assez précis, je sais où le disque va se placer dans l'histoire. Est-ce qui est juste ? Et si je le sais pas, je leur demande de m'amener 2-3 phrases avant que le disque arrive, pour savoir si je vais être obligé d'amener, d'un point de vue narratif, une émotion particulière, une humeur, si je vais pouvoir jouer sur, et c'est pas un jeu de mots, une corde sensible musicale, est-ce que c'est plutôt une harpe, un violon, une musique électronique, etc. Et puis, chaque disque, en fait, prend une fonction. D'accord. Dans l'histoire. Sur un talk show, ce qui est complètement différent, plein d'invités sur le plateau, une parité homme-femme, s'il n'y a pas, moi je vais plutôt jouer des disques de femmes parce qu'il y a plus d'hommes sur le plateau et que non, quoi. Voilà, donc le talk show, il est là pour que les gens passent un bon moment. Donc la façon dont le disque va être amené, c'est une collaboration avec les réalisateurs et les producteurs où je leur propose, en fait, plutôt de s'orienter sur un style. L'idée, c'est quand même d'avoir toujours conscience qu'on ne fait pas ce programme pour soi. On le fait pour d'autres gens. Oui. On est vers les autres. Avec toutes les musiques que tu découvres, toutes les musiques du monde que tu connais, il y a énormément de titres, de disques. Comment tu fais pour savoir que c'est pas une musique juste qui fonctionne objectivement ? C'est une bonne musique, mais c'est une musique qui fonctionne pour cette émission. C'est tout l'intérêt de ce métier, en fait. Ouais. C'est-à-dire que chaque jour, je vais pas envisager un même disque. Je vais pas pouvoir l'utiliser de la même façon
une même musique, je ne vais pas pouvoir l'utiliser de la même façon avec telle ou telle émission ou tel producteur. Ça n'enlève rien que cette musique est excellente. Mais moi, si je la place mal, c'est comme dans un mix. Ouais. Le mec, il envoie un super scud, sauf que c'est au mauvais moment. Bon, ben, en fait, ça marche pas. Les gens dansent pas. Les gens dansent pas. Donc, et pourtant, le disque, la musique est excellente. Donc, c'est une histoire de métier. C'est une histoire d'habitude, c'est une histoire d'écoute, c'est une histoire de patience. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut toujours remettre en question le fait que on peut avoir tort. On peut se tromper, quoi. Et se tromper en radio, ça arrive. C'est pas très grave, hein, parce que le média radio est un média rapide. Mais on peut faire des gaffes. Je sais pas. On parlait de Monsieur X tout à l'heure, là. Oui. Il m'est arrivé de travailler sur les problématiques iraniennes et d'avoir diffusé une chanson qui n'était pas en persan. Ah là, mais la remontée foudroyante. J'ai tout la diaspora iranienne de Paris qui est venue me voir en me disant mais ça va pas, quoi. Donc, quand on travaille sur des musiques du monde, par exemple, c'est très important de connaître, de savoir ce qu'on raconte. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20, 25 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, j'appelais les copains de RFI et je leur disais, puisqu'ils sont un peu polyglottes, RFI, et ils sont sur des dialectes, etc. Et je leur disais, mais de quoi ça parle, quoi? Et donc j'arrivais à sécuriser le texte. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On n'est plus dans cette difficulté-là. Donc, dès qu'on a une chanson, on arrive à la traduire, à avoir une traduction, à part si c'est vraiment du slang, c'est-à-dire de l'argot néo-zélandais, d'une rue d'Auckland. Mais sinon, en général, on arrive à se débrouiller. Mais c'est tout l'intérêt, en fait, de ce métier. C'est-à-dire que il ne peut être intéressant que parce que il est véhiculé par la curiosité. Et par le désir de comprendre, en fait, quelle musique touche les gens à l'autre bout du monde. Ou pourquoi telle ou telle musique s'est développée dans un endroit qu'on n'imaginait pas. Je veux dire, la popularité du reggae dans le monde aujourd'hui, on va regarder la Jamaïque sur une carte, ce que ça représente, quoi. Les groupes de reggae japonais, il y en a des milliers. Hein. Donc, la musique a cette force, quoi, qui est vraiment... ça paraît un peu couillon de dire ça, mais c'est tellement vrai. C'est vraiment un langage universel. C'est pareil pour du Mozart, c'est pareil pour du Bach, c'est pareil pour les musiques classiques. Il y a sa cause. La musique, sa cause. C'est Victor Hugo qui disait que la musique est un bruit qui pense. Moi, j'essaye un peu de faire pareil quand j'ai l'occasion, quoi. Et ce qui est passionnant, c'est de voir la réaction des gens, même des années après, sur un titre. Et qui me disent ah ouais, j'ai adoré cet artiste, j'ai tout acheté, je l'ai découvert, je me suis intéressé à lui. C'est une force, en fait, le son. Le son, c'est un pouvoir. C'est pour ça que on a créé des lieux où il monte vers le ciel, quoi. Tu aussi, justement, tu parlais de Victor Hugo, de la musique, c'est un bruit qui pense. Toi, tu as tendance à décortiquer ce bruit quand tu es chroniqueur, en parlant justement, en amenant un contexte, soit sur une musique, un courant, une chanson, un interprète. Est-ce que tu penses que dans cette façon, ce grand storytelling que tu amènes à chaque fois dans chaque chronique, qu'est-ce que ça change à l'écoute, en fait, d'un morceau, d'un album, d'un courant musical? Qu'est-ce que tu penses que ça change d'apporter de la contextualisation à ce genre de choses? Quand on commence à parler d'une musique au travers de la radio, c'est-à-dire d'un média qui envoie du son, hein, il se passe quelque chose d'assez incroyable. C'est Orson Welles, qui avant d'être réalisateur était producteur radio. Et un jour, il adapte La fin du monde d'H.G. Wells sur un bulletin, comme s'il faisait un bulletin d'information. Et là, il y a une panique qui se crée. Par rapport à la guerre des mondes, c'est ça? Par rapport à la guerre des mondes. Et il y a une panique aux États-Unis absolument incroyable avec les fuseaux horaires. Donc c'est une panique qui dure vraiment un moment. Et les gens
c'est bon, quoi. Ils arrivent, quoi. Il y a E.T. qui débarque sur Terre, quoi. C'est-à-dire, il raconte ça. Et les gens sentent, à ce moment-là, c'est ce qu'ils racontent, c'est ce que vous allez retrouver dans la presse, même si ça a été un peu grossi. Les gens avaient la sensation, en fait, de sentir la chaleur des rayons laser, le gaz martien dans les témoignages. Oui, parce que la Guerre des Mondes parle d'une invasion extraterrestre imminente sur la Terre. Voilà. Et le pouvoir de la musique à la radio, c'est ça aussi, en fait. C'est que ça va déclencher, chez vous, quelque chose de très particulier, de très intime, un souvenir, un moment, je sais pas, de vacances, un moment où vous êtes dans la nature, un moment vraiment de teuf, bon, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Contextualiser, je reviens un peu à la question, permet en fait de sortir de l'imaginaire et de raconter comment une musique est née. Dans quel contexte, justement, elle est née. Comment est-ce qu'elle a été fabriquée, par qui, pour qui, et pourquoi, souvent, en fait. Ça permet aussi de raconter la création des instruments de musique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le ukulélé apparaît, par exemple, à quel voyage il est lié. Est-ce que les percussions africaines, pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent quand même aux États-Unis, comment va naître le jazz, etc. On est avec la musique dans un monde de géopolitique. La musique accompagne les migrations. La musique accompagne les changements politiques sur toute l'échelle terrestre. Ça, c'est évident. Les premières contestations, souvent, sont musicales. Le départ d'une révolution se donne souvent par un son. Une chanson. Si Radio Londres, pendant la Seconde Guerre mondiale, était aussi importante aussi, et s'il y avait autant de parodies, par exemple, en chanson, c'est parce que c'est quelque chose qu'on partage. Donc, contextualiser la musique permet de raconter les choses un peu différemment. On est sur un autre storytelling, en fait. Quand je diffuse un disque, c'est votre storytelling. C'est votre imaginaire. C'est ce qui se passe. Et Wells disait la différence entre... Orson. Wells disait la différence entre la radio et le cinéma, c'est que l'écran est plus large. C'est-à-dire que oui, là, il y a la porte ouverte à un imaginaire immédiat, instinctif. Donc quand je suis chroniqueur, en fait, je suis là pour expliquer les choses. C'est l'autre partie de mon travail, en fait. C'est tout ce que j'ai récupéré comme information en cherchant un disque, un artiste, et en m'émerveillant de ce que je trouvais. Parce que je me disais, mais non, mais c'est pas possible, enfin, parce que j'ai ce sentiment-là. Voilà. Et puis, j'ai un passé de journaliste. Donc, en fait, raconter une histoire, les histoires d'Oncle Joub, bon, ça, franchement, je trouve ça terrible. Parce que c'est quelque chose qui est vachement plaisant. Et il y a c'est une façon de partager aussi la musique avec les autres. Puisque moi, en fait, mon taf, mon boulot, en fait, je suis un passeur, moi. En fait. Et on peut, par le biais des histoires, des anecdotes, faire passer des musiques que les gens n'auraient pas écoutées autrement. Et faire découvrir des musiques ou créer une curiosité, oui, en fait, chez quelqu'un, pour l'amener à se dire, bon, allez, je prends 3 minutes. On parle de 3 minutes. Parler temps qui court en 3 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est précieux. Mais bon, voilà. Mais si on part sur un format américain du moment, prenons une 48. Mais les grands standards de rock des années 50 font moins de 2 minutes. Ok, on a du Sinatra à moins de 2 minutes. On a beaucoup d'artistes à moins de 2 minutes. Pendant très longtemps, et ça suffit. Et quand vous écoutez un standard de musique classique, ce que vous retenez, c'est le gimmick que tout le monde retient. Donc on est à 2 minutes aussi. C'est pas grave. En fait, l'idée, c'est raconter la musique, c'est raconter une histoire, mais c'est redonner de la valeur aux gens qui l'ont faite et qui l'ont créée. Et donc, redonner de la valeur aussi aux instruments, en fait, aux luthiers, à la façon dont un instrument voyage, comment est-ce qu'il arrive. Et puis, il y a tout ce qui est... ce qu'on ne peut pas imaginer. Moi, j'ai découvert, par exemple, dans mon métier, des gens faire de la musique avec de l'eau, mais en tapant de l'eau. Il y a faire des mélodies, il y a avoir des arrangements. Donc, on tape de l'eau, c'est de la musique où on tape de l'eau. Incroyable. Bon, et avoir un réel plaisir d'écoute. Mais justement, quand tu parlais de porte d'entrée vis-à-vis de la musique, alors voilà, il y a la façon de transmettre par un contexte, attiser la curiosité par ce biais-là.
attiser la curiosité aussi en créant une synergie entre une émission qui a un sujet et une musique, soit en chanson, qui va résonner autour de ce contexte ou être un contre-pied magnifique, mais aussi maintenant avec justement le monde digital évoluant, et Radio France en fait a adopté une politique aussi de faire des playlists musicales, qui est encore une autre proposition de découverte, qui est très prisée. Beaucoup de gens ont des playlists, surfent là-dessus, que ce soit sur YouTube ou Spotify. Et toi, comment en fait tu les conçois ? On parle des playlists de nuit. On parle de playlists, oui, des playlists en tout cas qui sont signées par les programmateurs. Voilà, parce que je suis pas tout seul. Hein. Bien sûr. Vous êtes combien d'ailleurs 1, 2, 3, 4, 5. 5, voilà. On travaille un peu de façon oulipienne, c'est-à-dire qu'on travaille, comme dirait Pérec, sous contrainte. Voilà. Oulipienne, l'oulipo. Ah, voilà, du mouvement oulipo, très voilà, bien. Une petite contrainte. Cette contrainte, c'est la nouveauté. Donc moi, je vais travailler, je me dis, tiens, c'est hyper bizarre ce que je vais vous raconter, mais je me dis, tiens, je me casse en voyage, quoi. Donc je peux faire 1 heure, Watt 1000 endroits du monde en 1 heure. Je me dis, qu'est-ce qu'on écoutait comme humeur, qu'est-ce que j'écoutais en 77 et quelle humeur c'était. Tiens, je vais faire que des musiques qui rentrent dans cette humeur-là. Hop, je fais 1 heure. Je me dis, mais ça fait très longtemps que j'ai pas écouté de jazz. Allons. Et donc là, je vais me dire, je vais me faire 1 heure de jazz nouveau que je connais pas. Parce que c'est aussi l'occasion de redécouvrir ou d'aller sur des sons où je vais pas d'habitude. Voilà. En fait, au travers de ça, il y a la question de la radio en tant que média, comment elle a évolué. C'est-à-dire que là, on s'inscrit avec ses playlists de nuit dans ce que devrait être la radio moderne. La radio, c'est 2 choses, en fait. C'est le flux. Vous appuyez le bouton, vous avez toute la journée sur la même chaîne. C'est la radio de flux. Vous avez l'arrivée des podcasts, qui a été une révolution. Et à qui on a pris vraiment le chemin en route Take the A-Train, quoi. Parce qu'on a mis du temps par rapport aux Ricains et aux Anglo-Saxons à rentrer dans cette histoire. Donc, le système des playlists, des podcasts, c'est l'évolution de cette radio, qui pour beaucoup disent qu'en fait, c'est assez étrange, que c'est un média qui est mourant. En fait, vu que c'est encore un média qui est fait par des gens, de façon assez artisanale, il vient en contre-culture aujourd'hui, ce qui est complètement incroyable, avec les algorithmes, le reste. Donc les gens viennent chercher en fait des récits assez longs, ils viennent chercher des informations qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et la radio a perdu quelque chose, qui est un truc ceux de 20 ans, bon bref, il faut que vous imaginiez qu'il y avait 2 médias nomades. C'est-à-dire qu'on pouvait emmener partout. C'était les journaux et le transistor. Et l'arrivée, en fait, on n'allait pas... sa télé, on ne pouvait pas l'emmener partout. Par contre, la radio, oui. L'arrivée du net a fait que la nomadité de la radio s'est arrêtée. Donc, elle s'est arrêtée en tant que transistor. Elle a commencé à exister sur un flux qui est l'ordinateur, qui est le portable, etc. Quoi. Donc, elle a obligatoirement changé. Parce que les habitudes d'écoute ont changé. La playlist s'intègre aussi sur une façon dont les gens consomment la musique, quoi. Alors, des playlists, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Dans les années 70, on faisait des cassettes pour sa bien-aimée, avec ses chansons préférées, puis on lui filait, et puis elle l'écoutait jamais. La fameuse compile. Voilà. Bon, des playlists, il y en a toujours, il y en aura toujours. C'est la façon dont elles sont écoutées qui est différente. Qu'est-ce que viennent rechercher les gens quand on fabrique une playlist, que ce soit moi ou les autres, et qu'on leur dit, voilà, c'est que de la news, c'est que de la nouveauté. Et c'est ce qu'on écoute, et on a déjà fait un tri, en fait. Voilà. Les gens m'aiment bien, ils disent, bon, je vais y trouver un peu mon chemin, ils m'aiment pas, ils disent, c'est comme un journal. On lisait le mec, il y avait un mec qu'on détestait dans le journal, on lisait pas son papier, on passait à l'autre, quoi. Donc, c'est une signature. C'est des médias de signature. J'aimerais pas, comme dit Orelsan, là, le monde est devenu un PMU, on voit les mêmes infos partout. Enfin, c'est pas le texte, bien sûr. Hein. Mais tout le monde a un avis sur tout, les infos sont partout les mêmes à la télé, et la radio diffuse des sons qu'on n'écoute même plus. Bah non, j'espère que non. Enfin, c'est sans doute vrai pour plein de gens. Mais j'espère qu'on est passé à autre chose, quoi. C'est-à-dire que la radio a réussi à convaincre
qu'elle était encore une force de proposition narrative, qu'elle était raconteuse d'histoire, qu'elle était raconteuse de petits bonheurs, qu'elle pouvait accompagner les gens à plein de moments de la journée, en fait. Et c'est le format qui est très changeant. C'est-à-dire que par rapport à un format de réseau, Instagram, TikTok et compagnie, là, on a du temps. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre les pieds à l'air. Hein. C'est bon, on se met dans le hamac et on écoute, quoi. Et le podcast permet d'écouter une série sur 7, 8, 9 heures. Moi, je suis un gros consommateur de podcasts. Voilà, je suis Storyscope sur par toutes les... Djoubaka, tu as parlé de contraintes. Tout à l'heure, tu parlais de contraintes, notamment musique française, musique internationale. Est-ce que tu as également des contraintes d'équilibrage entre des musiques très connues, des musiques, des tubes, des musiques très pop, et puis des musiques moins connues ou pas? Et puis comment tu doses ces deux catégories-là? En fait, oui, on va partir du principe que je les ai. Mais en fait, ce qu'il y a de plus important par rapport, hormis des quotas français internationaux, quoi. Pour ce qui est, en fait, des tubes, des hits, l'idée, c'est que l'auditeur, tu vas pas le perdre tout le temps, quoi. T'es pas là pour l'emmener comme le petit pousset, le lâcher au milieu de la forêt. À un moment, il faut qu'il ait ses petits cailloux, quoi. Donc, il faut qu'il ait ses petits repères. Il faut qu'il s'y retrouve. Donc, l'idée du standard, du tube, c'est une Madeleine de Proust. C'est un peu couillon de dire ça, mais c'est un peu vrai. C'est... Ouais, là, je me sens bien. En fait, je suis chez moi. Et chaque radio, quelle qu'elle soit, va développer une politique de standard différente. Comme chaque radio a un son différent, en fait. Ça, vous l'entendez peut-être pas, mais c'est une réalité. On n'émet pas de la même façon, en fait. Un son, tu veux dire la ouais, fréquence? on compresse différemment suivant les radios. Et chaque radio a une politique de standard. Voilà. Ces standards sont un peu l'ADN, en fait, le tronc commun de ce que les auditeurs et les programmatrices, là, vont avoir à travailler ensemble. On peut le faire évoluer, on peut rentrer d'autres, mais en fait, c'est toujours la même chose. On revient aux gens qui nous écoutent, quoi. Donc, moi, je suis pas là pour les perdre au milieu de la forêt, quoi. Bien sûr. Je suis là pour leur filer des petits cailloux. Donc, j'ai besoin, en fait, de ces standards aussi, parce qu'ils me permettent un équilibre avec un morceau qui va être beaucoup plus difficile, ou qui va être moins évident. Voilà. À entendre, à écouter, à s'arrêter. Voilà. Donc, en fait, oui, il y a une contrainte, mais tout est question d'équilibre, en fait, dans cette affaire. C'est très facile de tourner le bouton. Bien sûr. Donc, tu peux perdre les gens très facilement, ou les ennuyer, les faire chier. C'est pas... Alors que toi, en fait, t'es pas payé pour ça. T'es payé pour qu'ils restent. Et puis qu'ils aient envie, en fait, d'autres choses et qu'ils soient encore plus en demande. Ouais. C'est une question d'équilibre. Le standard est quelque chose d'hyper important et hyper drôle. Si on prend les standards français, belges, même, je pense, vraiment sur un monde francophone avec nos stars françaises, on va pas du tout avoir les mêmes. Hein. C'est très étonnant. Hein. Quand... Vous allez en Afrique francophone, leurs standards à eux ne seront pas du tout, et bien évidemment, les mêmes que nous, alors qu'on les a quand même cintrés avec de la musique française qu'ils n'ont jamais demandé. Hein. Donc, de fait, merci la colonie. Donc, je veux dire, jamais les mecs ont demandé à écouter ci ou ça. Voilà. Par contre, il y a 2-3 chansons qui sont vraiment, réellement, des chansons qu'on se transmet. Bien sûr. Qu'on aime se transmettre. Parfois, en soirée, on demande à un DJ de mettre un tube ou de mettre un standard. Est-ce que c'est une comparaison grossière de dire que tu es un DJ et que tous les auditeurs, auditrices sont la foule qui t'écoute? Bah, c'est-à-dire que la différence avec le DJ, c'est que le DJ, il fait de la playlist de nuit, quoi. C'est-à-dire qu'il a 1 heure pour raconter son histoire, quoi. Ouais. Moi, j'interviens au milieu d'un truc. Moi, j'arrive, allez hop, j'ai gratté un petit peu, je me suis fait une place, je m'installe, j'ai 3 minutes. Bah, c'est pas pareil, en fait. Non. Le DJ, il faut qu'il choisisse bien son standard, et ça, c'est un point commun avec moi. C'est-à-dire que moi aussi, quoi. Mais ça n'empêche pas d'avoir des envies
très forte de bousculer. J'ai vu un mix de Garnier il y a pas longtemps, il amène Nirvana au milieu. Oh. Et là, la foule, elle est dingue, quoi. Parce que bien sûr, la chanson, elle est terrible. Et bien sûr, au milieu de 2 morceaux de texte, ça fait vachement du bien. Donc, mais ça, c'est la puissance de Garnier. C'est une belle rencontre. En tout cas, Garnier Nirvana, ça fait déjà rêver en termes de featuring. Ouais. Voilà, comment c'est amené, comment il l'amène. Mais l'importance du standard, elle est primordiale. En fait, le standard, c'est ce que tu transmets à tes mômes. Enfin, c'était. Parce qu'en fait, plus personne s'écoute. Enfin, je veux dire, tu rentres dans des familles aujourd'hui, tout le monde a un casque. Donc, il est très difficile de savoir. J'ai plus de conflit de génération au niveau de la musique. Ça n'existe plus. C'est un sujet en soi. Il n'y a pas de conflit, puisque tu sais pas ce qu'écoute ton gamin. Chacun sa musique. Chacun sa musique. Les parents, ils font pas chier, les gamins non plus. Et en fait, il n'y a pas de partage. Oui, c'est la culture de niche de chacun qui est dans sa bulle et que pareil pour le streaming, pareil pour le cinéma avec les gens qui vont moins et qui regardent. Alors qu'avant, on pouvait s'engueuler, quoi. Ou tu pouvais rendre les choses insupportables à ton environnement, tu vois. Parce que quand t'es fan, en fait, bah, tu le mets 50 fois de suite, le truc, tu vois. Puis tu le dis, quoi. Puis tu le dis. Ouais. Et puis c'est comme c'est quand revendiqué, oui. Ouais, comme il y a un DVD, il y a une scène 15 fois, quoi. C'est pareil. DJ, peut-être pas la meilleure des comparaisons, mais en tout cas, une des différences majeures vis-à-vis de ces deux métiers, c'est que surtout, toi, tu ne vois pas la foule, tandis qu'un DJ voit son public, et donc peut s'adapter au fur et à mesure. C'est vrai. Toi, justement, là, tu nous as parlé de cette chanson qui n'était pas en persan, et que c'était une gaffe. Tu as eu un retour, mais en fait, comment tu arrives à avoir un retour, en fait, des auditeurs vis-à-vis de la musique, de comment en fait tu arrives à la faire évoluer non seulement avec son temps, mais aussi avec justement ces gens à qui il faut partager. Bah en fait, on est sur un gros média là, France Inter, donc les gens se manifestent. Et donc ils ont envie de dire des choses. Je sais pas, je me fais brancher dans le métro. Avant, la radio n'était pas filmée. À partir du moment où il y a eu la filmée et qu'on a commencé à avoir ma tronche, j'ai commencé à me faire un peu plus embrouiller dans le bus et dans le métro. Ce qui est normal, j'ai pas de problème du moment que ça cause musique, moi ça me va. Mais, et même du disque de la petite fille, de la grand-mère, de machin, tout ça, bon, tout va bien. On essaye tous de percer. On essaye tous d'arriver quelque part, et tant mieux. Et le truc, c'est... Oui, je le vois pas, cet environnement, mais je le sens. Tu le sens parce que au courriel, aux lettres, les gens envoient des choses, hein, les gens se manifestent. Hein. Le rapport à la radio est quelque chose c'est leur histoire. Hein. C'est sur une année, ils peuvent te dire. Je veux dire, et c'est pas général. Et là, c'est moins générationnel que ça n'a été. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de génération sur un public plus jeune. Ok. Voilà, Gen Z. Tu veux dire que l'audience est plus diversifiée, c'est ça? Ouais. Qui ont un besoin en fait de sortir de l'algorithme, quoi. Qui ont un besoin de sortir de... Et donc la radio de flux recommence à être un élément qu'on n'aime pas, mais qu'on peut adorer, détester, en fait, et qui va évoluer. Donc il y a un repositionnement, je pense, et on le voit dans les sondages du média, c'est cette génération-là, elle arrive, quoi. Elle arrive, elle commence à avoir des habitudes, c'est-à-dire un temps d'écoute quotidien qui commence à être important à prendre en compte. Ils rentrent dans les stats, quoi. Voilà. Donc, c'est hyper important, en fait, de se dire que cette génération-là t'écoute aussi. Et qu'il faut absolument que tu écoutes ce qu'ils écoutent. Conflit de génération, très intéressant, entre les vieux auditeurs et les jeunes auditeurs. Pourquoi est-ce qu'on leur donnerait pas à bouffer un petit peu à eux ? Tu vois, et qu'on ferait une grosse restriction sur les pads. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'on soit un peu cohérent. C'est Tintin. C'est 7 à 77 ans l'affaire. Donc, il faut y aller. Donc, oui, je le vois pas, le public. Mais en fait, tu as des retours tout le temps. Et puis, tu as des retours en interne. De gens qui viennent te voir et qui te disent qu'est-ce que tu as passé hier ? J'ai pas eu le temps de noter. Hein. C'est pareil, en fait. Voilà. En fait, c'est assez marrant de se dire que ce vieux média qu'est la radio est en train de s'adapter de façon de s'ancrer, en fait, dans des habitudes qui sont des habitudes qui vont un peu à l'encontre de l'algorithme. Je parle d'algorithme au sens large, bien sûr. Par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Non, mais c'est merci pour tous ces éclaircissements et toutes ces découvertes. Moi, j'avoue, j'écoute la radio tous les jours.
Et j'avais C'est pas, bien. et j'avais pas conscience de son pouvoir, en fait. De son pouvoir. C'est donc merci beaucoup. Et comme dernière question, parce que tu es programmateur musical, mais tu as énormément de casquettes, et notamment tu es artiste collagiste. Ouais. Voilà, vous verrez les images en overlay. Et en fait, est-ce que tu as des prochains projets en date ? Bah oui, j'ai la chance de faire plein de choses en fait et d'y prendre du plaisir aussi. Donc dans les projets, j'ai une expo avec Modern Art et Pop Culture. C'est un collectif fabuleux familier qui sera dans un château, messieurs dames, à Gif-sur-Yvette. Et puis tous les 2 ans, je fais une expo, un solo show comme on dit dans les milieux intégrés de mon travail dans une galerie qui s'appelle Les Yeux Fertiles à Paris, qui est rue de Seine. Voilà. Et Une galerie d'art surréaliste. Surréaliste, singulier, un peu de brut, mais surtout surréaliste et singulier. Et quand je fais un solo show, je raconte aussi une histoire, en fait. Donc là, je pars d'un thème historique, en général, que je transforme, que je tambouille, que je gratouille, et puis j'en sors une petite fiction, quoi. Et cette fiction va être la matrice de ce que je vais créer, quoi, après. Donc, ça sera autour de la Commune de Paris, ou de l'après-Commune de Paris. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Où sont passés les artistes de la Commune de Paris ? mais. Et découvrant un peu ce qu'on va dire, puisque ce qui m'intéresse, c'est les contre-cultures. Qu'est-ce qu'était la contre-culture en 1880 ? Voilà. Dans les milieux de l'art. Et cette exposition est prévue pour quand ? Décembre 2026, donc. Ouais, voilà. Donc Génial. j'ai une fin d'année avec du taf, quoi. Cet exercice, en fait, j'en profite. Il nourrit, en fait, il me muscle le reste. Hein. Il me permet aussi de dire, ah ben non, c'est nul ce que je suis en train de faire. Voilà. Parce qu'on est toujours le meilleur critique de soi-même. Donc on sait quand on fait ce type de taf à côté. Par exemple, je joue d'un instrument un seul, la scie musicale. Très bel instrument. Voilà, mais quand même rare. Hein. Voilà. Assez rare. Voilà. Assez rare. Ouais. Plus rare que la guitare. Plus rare que la guitare. Léger. Bon. Et plus énervant aussi. Vous pouvez Ça dépend. oui, non, mais vous pouvez avoir beaucoup d'ennemis dans votre immeuble si vous répétez chez vous, mais répétez en extérieur. La difficulté de l'instrument, de savoir que c'est très dur à jouer cette affaire. Bon, et ben ça relativise aussi un disque qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que les gens, ils ont passé 2 ans, ils ont mis leur vie, ils ont fait ci, ils ont fait ça. De quel droit ou de comment je vais m'arroger le droit de dire que c'est un truc de naze ? En fait, en général, non. Je peux reconnaître que ça me plaît pas. Mais le travail, je peux pas l'enlever. Comme d'un goût de baguette magique. Donc, c'est ce respect-là, en fait, qui fait qu'on arrive à vivre un peu ensemble de façon harmonieuse. Donc, moi, c'est ce que je cherche. Après, je ne demande pas aux gens d'aimer la scie musicale. En général, ça ne marche pas. Hein. Voilà. Mais bon, tout, c'est bien quand il y a une cohérence comme ça du début à la fin, qu'on y arrive, quoi. Voilà. Plus il y a de cohérence, mieux on se porte, quoi. Merci beaucoup, Djoubaka. Merci, Djoubaka. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Si cette conversation vous a donné envie d'en savoir toujours plus sur la narration, sur le storytelling, vous êtes au bon endroit. Toutes les 3 semaines, on vous retrouve avec Damien sur Storyscope pour vous parler d'un nouveau sujet avec un nouvel invité. À très vite. À très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt. Ciao. En fait, la musique, c'est cette ouverture au monde et aux autres. Obligatoirement.